Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2024. Mon nom est Amadou Ba, je suis historien, chercheur, auteur. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de notre formation panafricaniste, donc dans notre université virtuelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la confédération du Djolof entre 1350 et 1549. Alors, quand je parle de confédération, certains parlent d'empire, tout en sachant que, comme les autres empires africains, le Djolof est passé de royaume à empire, et bien aussi il va, une fois que le Djolof a cessé d'être empire, il redeviendra encore royaume jusqu'à la colonisation française à la fin du 19e siècle. Alors pour ce cours, voici comment nous allons nous organiser. Dans la première partie du cours, je vais donc présenter les grands aspects donc, de ce royaume. Et puis, quand est-ce qu'il est devenu empire? Moi, je préfère utiliser en tout cas le terme confédération. Ensuite, je parlerai donc de son expansion, les véritables raisons qui expliquent son passage du royaume à empire. Une fois cela fait, nous allons citer quelques rois, notamment du temps donc de la Confédération, mais aussi après la Confédération, et puis jusqu'à la période coloniale française. Dans la partie suivante, nous allons voir comment était organisée politiquement la Confédération du Djolof. Puis nous allons évoquer son organisation économique, son organisation sociale. Et la partie qui suit sera consacrée aux relations avec les Européens, donc à savoir les Portugais d'abord, qui sont arrivés au milieu du XVe siècle. Ensuite, on va parler des Hollandais au XVIIe, et puis les Britanniques et les Français, qui ont tous eu des relations et qui ont vraiment influencé le cours de l'histoire de cette confédération, mais aussi du royaume du Djolof ensuite. Alors, nous finirons donc par expliquer le déclin, à la fois le déclin donc, de l'Empire, mais aussi le déclin du royaume au XIXe siècle, à la fin du XIXe. Et en conclusion, nous allons tirer les leçons de cette histoire de la Confédération du Djolof pour l'Afrique du XXIe siècle. Parce que l'histoire, ça sert à comprendre notre passé, à connaître notre passé, à comprendre notre présent, mais c'est surtout à tirer les leçons de ce passé pour préparer un avenir meilleur, à éviter les pièges, les erreurs et les manquements du passé. Donc l'histoire, c'est comme le rappel en fait, c'est quelque chose qui alerte, qui aide les gens à éviter d'aller dans la mauvaise direction et aller plutôt dans la très bonne direction. Donc on verra avec la Confédération du Djolof, mais aussi avec les autres empires africains que nous avons évoqués dans cette université, qu'est-ce qu'il faut garder de bien et puis qu'est-ce qu'il faut éviter surtout pour cette Afrique du XXIe siècle en construction, où nous avons besoin une fois de plus de s'unir dans un monde qui se globalise, dans un monde où ce sont les grands États qui dominent. Donc une fois cela fait, nous allons donc aussi citer quelques ouvrages en bibliographie qui permettent de mieux comprendre ceux qui veulent avancer ou celles qui veulent mieux connaître l'histoire du Djolof. Il y a des spécialistes qui ont beaucoup écrit. Il y a des livres en français, il y a des livres en anglais aussi. En plus de cela, donc, il y a peut-être même des livres qui sont traduits dans des langues africaines en Wolof, je ne sais pas. Je ne lis pas le Wolof, je travaille beaucoup sur
les livres donc, qui sont écrits dans les langues que j'ai apprises à l'école. C'est pas de ma faute non plus. Donc, mais aussi il y a la tradition orale. Donc là, j'ai beaucoup écouté la tradition orale Wolof. Donc ça, elle est encore disponible. On peut aussi la retrouver. Voilà. Donc commençons par l'introduction en rappelant que l'Empire du Jolof, qui est également connu sous le nom de le Grand Jolof. Et surtout, quand vous lirez quelqu'un comme Jean Bouleg, lui, son livre, c'est le Grand Jolof. Justement, il se consacre à cette période de la Confédération. Donc, c'était un État confédéré regroupant des royaumes Wolof, à savoir donc des royaumes comme le Kayor, le Bawol, le Waalo, ça c'était des royaumes Wolof, ou bien des royaumes sérères comme le Sine. Mais aussi, ça, c'était donc les États confédérés. Mais aussi, il y avait des États qui sont vassaux, du Jolof, à savoir le Tekourour jusqu'à une certaine période. Donc le Tekourour, c'est dans l'actuel Fouta Toro, au Sénégal. Mais aussi, il y avait des États mandingues, comme le Niani, le Wouli, le Badibou, dans l'actuel Gambie, et puis là, on peut vers le sud. Et certains même disent qu'une partie du Bambouk, qui se trouve à l'est du Sénégal et un peu au sud du Mali, était également un État vassal de l'Empire du Jolof. Mais tout en sachant qu'aussi le Jolof lui-même était un vassal de l'Empire du Mali, je vais y revenir, et moi aussi, par certains moments, de l'Empire Songé. Donc sa zone d'extension, si on doit la citer aujourd'hui, c'est véritablement une partie du Sénégal, pratiquement pas tout le Sénégal, mais une bonne partie, mais aussi la Gambie, le sud de la Mauritanie, donc tout ça, le sud-ouest du Mali, donc l'est du Sénégal, j'en ai rappelé. Le Jolof était d'abord, comme tous les autres empires ou toutes les autres confédérations, c'était un petit royaume qui allait devenir un empire d'après donc la tradition Wolof, sous l'impulsion d'un nommé Ndiadian Ndiaye. Je vais revenir sur ce personnage. L'empire englobait plusieurs États qui, à son déclin donc, vont se constituer en entités puissantes qui vont s'ouvrir sur la côte atlantique. Et là, on va voir tout un changement de l'économie qui va tourner vers l'Atlantique et donc sur le monde, contrairement à l'économie d'avant. Je vais y revenir également. L'Empire donc reposait sur une très bonne organisation politique, donc les sources portugaises en parlent déjà, ils ont été étonnés de voir cette organisation-là, une bonne structure sociale pyramidale et une organisation économique donc semblable donc à celle des royaumes et des empires ouest-africains du Sahel et de la Savane. Donc là, quand on regarde la structuration économique, ça nous rappelle l'Empire du Ghana, ça nous rappelle l'Empire du Mali, ça nous rappelle le Songé, mais aussi ça montre les mêmes choses dans les royaumes du Tekourour ou les autres royaumes de la région, donc cette région de la Sénégambie. Selon la tradition orale, la fondation de cet État, donc ce royaume du Jolof, mais surtout de cet État confédéral, quand le Jolof est devenu empire, est à mettre au crédit, donc ou serait à mettre au crédit du légendaire Ndiadian Ndiaye. On dit que c'est un fils d'un musulman venu de l'Orient, parfois décrit comme un descendant du calife al-Mourabit Abou Bakr, et d'une femme locale du Tekourour, une femme Peul, donc de l'actuel Fouta Toro, du nom de Fatoumata Sall. Ndiadian Ndiaye aurait accédé au trône au détriment d'un de ses frères, devenant d'abord le premier roi du Waalo, avant de devenir donc empereur du Jolof. Il a pris le pouvoir dans le petit royaume. Donc là, c'est un royaume Waalo dans les environs de Saint-Louis aujourd'hui, jusqu'à Dagana. Ensuite, il va fonder donc un autre État. En tout cas, il va prendre le pouvoir au Jolof et en faire un vaste État que nous appelons Confédération. Toutefois, ces sources, cette tradition, ceci n'est pas confirmé par tout le monde. Tout le monde n'est pas d'accord que c'est Ndiadian Ndiaye qui serait le fondateur de l'Empire. Par exemple, la tradition orale sérère, qui n'est pas très influencée par l'islam, parce qu'on sait qu'aussi les traditions orales, parfois quand elles sont influencées par la religion, elles ont tendance à tout coller avec la grandeur de l'expansion musulmane et s'identifier à ça. Alors quand on regarde la tradition sérère, eux qui ont gardé à cette époque-là donc les religions traditionnelles africaines, la tradition sérère donc qui est moins influencée par l'islam soutient que Ndiadian Ndiaye était d'origine Peul et n'avait absolument aucune trace d'affiliation arabo-berbère. Donc la tradition sérère remet en cause le fait que Ndiadian Ndiaye soit d'un père arabo-berbère musulman.
la tradition orale pour elle, des Sérères, à la fois de père et de mère Peul du Tekuro. C'est ça que dit la tradition. Une autre source, donc, c'est James Soring, qui a travaillé beaucoup sur le Jolof. Lui, il ajoute que dans toutes les versions du mythe Ndiaye Ndiaye, donc, ce dernier a prononcé ses premiers mots en langue pulaar, donc le Peul, plutôt qu'en Wolof. Donc ça encore, c'est une source qui confirme le fait que Ndiaye Ndiaye, non seulement il était du Tekuro, il était Peul, mais aussi qu'il parlait la langue Peul. Donc ça confirme ce que disent les Sérères. Hein. Alors ça, on peut le voir dans les travaux de James Soring, dans son livre qui est intitulé donc West African Slavery and Atlantic Commerce, The Senegal River Valley, 1700-1860. C'est un livre qui a été publié à Cambridge University. Toujours d'après la tradition orale, cette fois-ci au Wolof, ce serait au cours, donc la cour du roi de Ndiaye Ndiaye, qu'aurait été créée la langue Wolof, qui est un mélange de celle des différentes populations présentes dans sa cour. Là également, la tradition Wolof elle-même nous indique que la langue Wolof, telle que nous la connaissons, est créée dans la cour de Ndiaye Ndiaye. Donc ça également, c'est une piste de réflexion. Donc du point de vue historique, ces faits sont contestables. Il y a diverses positions sur qui est Ndiaye Ndiaye et puis qui est le véritable fondateur. Il est très répandu que des dynasties du monde, donc, en tout cas pas seulement pour la Confédération, mais dans le monde entier, qu'il y ait des dynasties qui se réclament d'un ancêtre venu d'un lieu d'origine d'une religion. Ça, c'est pas spécialement pour le Jolof. Et dans ce cas d'espèce, on peut tisser des liens avec donc des conquérants musulmans. C'est dans ce cas qu'on peut comprendre l'affiliation avec l'expansion musulmane et puis dire que Ndiaye Ndiaye venait d'un père. Alors, il y a des exemples. Par exemple, en Afrique, je peux citer le cas de la dynastie des Salmonides en Éthiopie ou de la dynastie des Oba dans l'Empire du Bénin, qui se trouve dans le sud du Nigeria, une partie du Bénin actuel et jusqu'au Togo, qui ont probablement créé des affiliations pour asseoir leur légitimité. De même, on peut aussi rappeler le mythe de la création des États contemporains par la même personne ou par ses frères et qui est fréquent et semble indiquer une création a posteriori utilisée pour justifier ou hériter de la légitimité d'un État contemporain ou prestigieux. On trouve notamment ces cas de figure, comme je dis, c'est les Oyo, donc dans l'actuel Nigeria, dont les deux dynasties qui auraient été fondées par Orimian. Je pense que vous pouvez retrouver ça dans mon cours sur l'Empire du Bénin. Donc, et son fils, donc, Oduduwa, l'homme le plus proche de Dieu selon la religion Yoruba. Toutefois, l'islam n'aurait que superficiellement pénétré le Jolof au moment de son passage. Donc, on ne peut pas forcément dire que c'est une version qui a été construite au moment de la formation, mais c'est peut-être plus tard, parce que le Jolof n'était pas aussi islamisé, par exemple, que le Tekuro au début de la formation de l'Empire du Jolof. Donc, ça également, c'est à comprendre, c'est peut-être un narratif qui a été construit longtemps après le passage du Jolof en empire. Alors, la fondation aussi des royaumes de Walo et de Jolof, dont on a pu estimer qu'elle daterait du XIIIe siècle ou du début du XIVe, aurait suivi donc une plus culture, donc c'est-à-dire que des migrations de cette région-là. Par exemple, les plus anciennes connues donc remontent depuis l'éclatement de l'Empire du Ghana, mais on parle des Dja-Ogo. Les Dja-Ogo, ce sont ceux qui ont créé les premières dynasties, notamment dans le Fouta, mais qui ont remonté aussi donc dans le Walo. Vous savez, on est dans la même région. Le Walo, c'est la partie basse du fleuve Sénégal. Le Fouta, c'est la moyenne vallée. Et à l'est, on a le haut Sénégal, où il y a le royaume soninké, etc. Donc les Dja-Ogo, qui ont fondé donc des dynasties, notamment des dynasties Peul et des dynasties Wolof. Dès l'époque de la fondation du Jolof, on trouve, d'après l'archéologie, parce qu'il y a des ressources archéologiques également, dont nous n'avons pas peut-être parlé, mais nous parlerons en bibliographie. Des travaux ont été faits avec des archéologues du Sénégal et ailleurs dans le monde. On trouve d'impressionnants tumuli sur le territoire de Jolof et plus précisément dans la ville de Rao, qui est à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Saint-Louis actuelle.
Ces sites ont livré de nombreux ornements en fer, en argent, en laiton et en or. C'est de ces tumulus et de cette période très peu fouillée que fut trouvé le célèbre objet du Jolof, à savoir le pectoral en or. Actuellement, ce pectoral, il est exposé au Musée national de Dakar au Sénégal. Alors, pour comprendre son expansion, il faut rappeler que le Jolof, donc la Confédération, à son apogée, englobait les États suivants. Donc, l'État du Kayor, du Baol, du Walo. Ces trois étaient des États Wolof. Le Sine était un État Sérère. Le Saloum, il y avait des Sérères et des Wolof. Une partie donc du Tekrour, l'actuel Fouta, qui touche le Sénégal et la Mauritanie, et une partie donc du Bambouk, et c'est les régions Mandeng, Niani, Wouli, Badibou. Selon certaines sources, c'est à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe que le royaume, cette fois-ci, le royaume du Jolof, fut bâti par un nommé Jolof Beng. Nous reviendrons sur ce personnage qui est très important parce que son prénom, c'est ça qui donne aussi le nom du royaume et à la fois de l'empire, donc Jolof. Lui s'appelait Jolof Beng. Il vient de l'empire du Mali. On va y revenir. Pour d'autres sources, sa fondation est associée aux bouleversements et migrations qui suivirent le déclin du Ouagadougou à la fin donc, du XIe siècle. Le Ouagadougou n'est rien d'autre que l'empire du Ghana qui a effectivement décliné au XIe siècle avec les conquêtes almoravides notamment. Pour d'autres sources encore, le scénario le plus probable est que l'essor de l'empire est associé avec la croissance de la puissance Wolof aux dépens de l'ancien État soudanais, donc de l'ancien Tekrour des Peuls. Et il s'agissait donc essentiellement d'un développement à partir du XIVe siècle. Et ça, il y a des historiens également comme Fedge, Olivier Roland également. Ils ont écrit donc dans un article de Cambridge History of Africa où ils en parlent. Concernant donc son passage de royaume à un empire ou à une confédération, c'est selon le terme que certains utilisent, d'autres parlent d'empire, moi je parle de confédération tout simplement, et j'explique aussi pourquoi. La tradition orale mentionne que c'est Ndiaye Ndiaye qui est considéré comme le fondateur. Toutefois, certains historiens, donc, comme j'ai expliqué, notent que Ndiaye Ndiaye pourrait plutôt être un personnage mythique et légendaire qui n'a pas existé. Donc je vous ai donné les versions à la fois, la tradition orale sérère, Wolof, ce qu'en disent aussi les historiens, etc. Alors, la construction de cet État pourrait être due à l'aboutissement d'un regroupement de l'élargissement et l'organisation des peuples Wolof à cette époque et aux différentes migrations. En effet, à cette époque, en cette région du Jolof, vivaient donc divers peuples. Ici, il faut que les gens aussi comprennent que le royaume du Jolof et la confédération, ce n'est pas un royaume exclusivement Wolof, c'est un royaume multi-ethnique. Contrairement au Walo, où c'est les Wolof, au Kayor ou au Baol, c'est des royaumes Wolof. Ici, au Jolof, c'est multi-ethnique. Il y a vraiment beaucoup de Peuls, des Halpularen, qu'on appelle les Tukulor, donc des populations de Tekrour. Il y a beaucoup de Sérères, il y a des Soninké, il y a des Manding, tout est concentré. Et ça va se refléter également sur la formation de cette société et même de la langue, Wolof. Donc ces divers peuples, au fil des interactions et des brassages, ont fini par créer une culture homogène ainsi qu'une langue. Ensemble, donc, ils formèrent le peuple Wa-Laf, ceux du pays de Laf, donc Wa, qui donne les Wolof d'aujourd'hui. Cheikh Anta Diop en parle, mais Cheikh Anta Diop les fait venir de l'Égypte ancienne. Alors qu'ici, on nous fait comprendre que le Wolof en question, ça serait le fleuve Sénégal actuel et que ce sont les gens, les riverains du fleuve qui l'ont formé. En tout cas, c'est la tradition Ora Wolof qui parle ici. Ils ont fondé donc l'État de Jolof. Le pays du Laf comprend toutes les régions, donc, comme je dis, du Walo, du Kayor, le royaume du Jolof, du Baol. Le mot Laf signifie donc la rive et Walaf signifie également les riverains. Les trois royaumes cités ont accès à l'océan, mais le Jolof, lui, était enclavé, n'avait pas d'ouverture sur l'océan. Alors, l'expansion du Jolof a peut-être été favorisée par aussi un autre facteur très important, c'est qu'à l'époque, on utilisait beaucoup de cheveux pour les guerres. Et donc, le Jolof avait acheté beaucoup de cheveux auprès des commerçants. Et ça a permis au Jolof d'avoir une certaine domination pour ses conquêtes. Donc, à cette époque, le Jolof donc, était au sommet de sa puissance. Et le bourg donc,
S-O-U-R, qui signifie le souverain, le roi en langue wolof, avait son autorité à cette époque-là sur, par exemple, le Tekuru, sur aussi un autre royaume dont nous n'avons pas parlé, le Nyamandiru. C'est un peu dans le sud, dans le centre-est, tout allant vers le sud du Sénégal. Si techniquement on doit le placer, ça va être vers l'actuel Ferlo, le Bundu du Sénégal par exemple. Et les États mandingues donc de la Gambie, qui comprennent, comme je l'ai dit, le Nyani, le Wuli, le Badibou, etc. Cela s'ajoute aux États donc vassaux, de longue date. Alors, un empire vassal aussi. Le Jolof, c'était un empire vassal de l'empire du Mali. Même si on parlait de Jolof comme empire, il n'a pas la grandeur et la puissance de l'empire du Mali. Il n'a pas la grandeur et la puissance de l'empire Songé. Le Jolof lui-même est vraiment influencé. On voit dans son organisation politique une forte similitude avec l'empire du Mali. Le nouvel État du Jolof, du nord de la province centrale où résidait le roi, donc fut un vassal de l'Empire du Mali pendant une grande période de son histoire. On rappelle que l'Empire du Mali, c'est depuis la frontière algérienne jusqu'à l'Atlantique. Donc ça, c'était vraiment un très vaste empire. Le Jolof resta dans la sphère d'influence de l'Empire du Mali jusqu'à la seconde moitié du XIVe siècle. Donc c'est à cette époque-là que le Jolof est devenu une confédération et sorti de l'Empire du Mali. Lors d'un conflit de succession en 1360 entre deux lignées rivales, mais vers 1360, 350, 360, la date n'est pas très précise, donc entre deux lignes rivales au sein de la ligne royale de l'Empire du Mali, le Jolof devint définitivement indépendant de l'Empire du Mali. Un examen attentif donc de la structure sociale et politique du Jolof révèle qu'au moins certaines de ces institutions peuvent avoir été empruntées ou développées parallèlement à celles de son prédécesseur le plus important. En ce qui concerne donc la dynastie des Ndiaye, parce que nous allons voir que tous les rois qui ont dirigé le Jolof en tant que royaume, mais aussi en tant que confédération, et encore quand il va redevenir royaume, sont tous de la lignée des Ndiaye. Ça c'est important. Donc cette dynastie qui a fourni des rois du Jolof, notons d'abord que ils sont présents, les Ndiaye, aux alentours du fleuve dans la région du Waalo. La dynastie des Ndiaye serait étendue jusqu'au bassin sénégalais. Dans tout l'espace sénégalais, dans toutes les ethnies, on a des patronymes Ndiaye. Et c'est très difficile de dire de quelle ethnie véritable vient les Ndiaye, par exemple. Mais en tout cas, c'est eux qui ont dirigé le Jolof. Il existe donc toute une histoire sur cette origine de ce patronyme. Pour certains historiens, ils vont le rattacher, par exemple, au temps de l'Empire du Ghana, lors des échanges avec les arabo-musulmans. On dirait, quand les Arabes amènent leurs marchandises, et puis les gars du Jolof, ou en tout cas de l'Empire du Mali, du Fouta, ou du Tekuru, ou de l'Est du Sénégal, ils utilisaient le terme Djaï, des choses comme ça. D'ailleurs, dans la langue Wolof, Djaï, ça veut dire vendre. Donc ça, c'est important. On dit que c'est là où sort le patronyme Djaï. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un patronyme typiquement Wolof, ce n'est pas un patronyme typiquement Sérère, ce n'est pas un patronyme typiquement Soninké, c'est un patronyme sénégambien, ouest-africain. On le trouve dans toutes les ethnies de cette région-là. Pour ce qui est donc du nord de Jolof, il n'est pas encore il n'est pas lié à l'étymologie de Wolof. Parce que beaucoup pensent que Jolof et Wolof c'est la même chose, alors que c'est différent. Donc on nous indique que c'est Jolof Mbeng qui aurait été envoyé par Soundiata Keita pour conquérir l'ouest, qui a remonté le fleuve Sénégal à partir de Bafou-Labé. Et ce Jolof Mbeng, il va s'installer dans certaines régions, comme dans l'actuelle ville de Matam, allant vers le Ferlo. Il va conquérir le Ferlo et installer un royaume, donc dans les environs de Linguère. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on dit le Jolof au Sénégal, ce n'est pas un pays Wolof, c'est un pays Peul. C'est dans la région de Linguère, Dara, etc., cette région-là. Okay? Donc c'est là où il s'était installé. Et Jolof Mbeng aurait été donc vaincu par Ndiaye Ndiaye, qui a conquis donc les autres États pour former la Confédération. Donc ça également, on le retrouve dans certaines sources. Donc la Confédération des Jolof a ainsi intégré avec Ndiaye Ndiaye, qui, si on accepte que c'est le fondateur,
ou ses successeurs, il a intégré les États du Baol, les États du Kayor, qui comprenaient des populations wolof, comme je l'ai dit, mais aussi les États du Sine, qui étaient des Sérères, le Niani, le Wuli, le Badibou, et puis qui sont aussi des États mandingues, on les appelle au Sénégal les Socé par exemple, où il y a des Djahanké, en tout cas c'est la grande famille mandingue, sans oublier le Saloum également, plus tard. Donc la conquête du Baol aurait été aussi réalisée sous le règne de Ndiaye Ndiaye par l'intermédiaire de son beau-frère qui s'appelle Demba Gueye. C'est probablement à cette époque-là qu'aurait été conquis aussi le Kayor. C'est en revanche vers la fin du 14e, au début du 15e, qu'auraient été conquis les territoires sérères et wolofs du Sine et du Saloum. Et dans la première moitié du 15e siècle, aurait été conquis la rive nord du fleuve Gambie, à savoir les royaumes du Wuli, du Niani, du Badibou, donc un pays soninké. Il faut aussi rappeler que malgré les querelles internes, l'Empire du Jolof restait une force puissante avec laquelle il fallait compter dans la région. Au début, par exemple, du XVIe siècle, la Confédération était capable de mobiliser et de déployer plus de 100 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Donc c'était vraiment une force militaire importante. Après avoir rayonné et englobé la presque totalité du nord et du centre de la Sénégambie, l'Empire du Jolof va s'effondrer à partir de 1549 avec la mort donc de son dernier empereur du nom de Lele Foulifak Ndiaye, qui fut tué lors de la bataille de Danki, qui se déroule là donc près de la ville de Djourbel, en pays wolof, dans l'ancienne région du Baol. Dans l'ancien royaume du Baol. Donc le Djourbel encore, c'est une ville qu'on connaît, qui existe, qui s'appelle aussi Ndiarème au Sénégal. Il fut donc tué par donc, le souverain du roi du Kayor, du nom de Amari Ngone Sobel Fall, le fils donc de la région du Kayor, de l'époque donc il est le fils de Déthié Fou Ndiogu Fall, qui allait devenir le premier Damel. Donc Damel, c'est le titre que portaient les rois du Kayor, alors qu'au Jolof c'était le Bourba, le titre du Jolof. Donc dans chaque royaume ou empire africain, il y avait un titre. Donc ici le Kayor avait son Damel, et après un conflit dû à une offense. En fait, le Kayor devait payer une tribu, et puis le Kayor a refusé de payer. Semble-t-il, c'est ça qui a provoqué la guerre, et puis au cours de laquelle Lele Foulifak donc va être tué parce qu'il voulait sanctionner la non-participation du Kayor aux impôts annuels. Donc une fois le Kayor est devenu indépendant, le Kayor en profite pour annexer le Baol. Le Baol était un état aussi dirigé par le Teigne. Le Teigne, donc, c'est le titre que portait le roi du Baol. Et là, le Kayor et le Baol vont créer un royaume donc dirigé par le Damel Teigne. On garde les deux titres. Pour les premières causes donc de la chute de l'Empire, il y en a beaucoup de causes qui contribuent à la chute de l'Empire de la Confédération du Jolof. Mais il y a véritablement un certain nombre de choses qu'on peut mentionner, notamment le Tekuru, qui a pris une expansion terrible avec le conquérant Deniyanké Koli Tengela. Koli Tengela, qui arrive au pouvoir par exemple vers 1512, nous allons y revenir, va reprendre une bonne partie du Fouta, donc sortir de l'Empire du Jolof. Et de l'autre côté également, nous allons voir que le Kayor va faire pareil et progressivement tous les autres. Donc à partir de là, tous les États allaient donc sous influence du Jolof vont tour à tour prendre leur indépendance jusqu'à réduire donc la grande confédération aux dimensions d'une royauté dans la partie centrale. Et nous allons véritablement revenir sur ces causes qui ont expliqué le déclin de l'Empire et fait en sorte que cette fédération elle est finie. Et c'est pas loin des causes que nous avons mis en avant pour expliquer le déclin de l'Empire du Mali, du Songhai, du Congo, du Monomotapa, de l'Empire du Bénin, etc. Nous allons voir qu'il y a énormément de choses qui se sont répétées, et aujourd'hui encore, ce sont les mêmes choses que nous voyons dans l'Afrique du XXIe siècle auxquelles nous devrions faire attention. Donc le Jolof resta, après son passage en empire, va devenir un simple royaume jusqu'à la fin du XIXe siècle, date à laquelle donc les colonisateurs français vont annexer purement et simplement, et vont, à partir donc de la ville de Saint-Louis, ils vont agrandir leur colonie, et le Jolof va être maintenant dans la colonie du Sénégal.
Alors, quels étaient les rapports justement avec l'Empire du Mali? Puisque il faut que nous soyons encore beaucoup plus précis. En plus de l'histoire de Jolof Meng que nous avons parlé, la tradition orale raconte également que Soundiata Keita avait envoyé un autre général du nom de Tiramagan Traoré pour conquérir cette région de l'Ouest. D'ailleurs, la Tiramagan est retenue par la tradition mandingue comme le fondateur du Gabou, comme le fondateur du royaume mandingue, donc de cette partie de la Sénégambie. C'est les populations, donc c'est les traditions des populations malinquées de la Sénégambie. On se souvient d'avoir donc immigré dans la région après la conquête du Mali par Tiramagan Traoré, qui est généralement connu donc. Il y a beaucoup de livres également sur lui. Et il est possible que l'épopée de Soundiata ait aussi parfois abusivement crédité le règne de ce dernier au XIIIe siècle, de la conquête d'un État aussi important, alors qu'elle aurait probablement lieu un peu plus tard. Il y a des sources qui ne concordent pas sur véritablement la période, mais l'épisode de Tiramagan Traoré est très, très bien expliqué et clair dans l'histoire de la Sénégambie. Le Jolof aurait en tout cas reconnu donc l'autorité du Mali tout en gardant une certaine autonomie, jusqu'à donc, comme je dis, la période qu'il va sortir. Alors, l'influence de cette conquête sur le Jolof aurait notamment laissé des traces avec l'empreinte des titres de chefs malinqués. Par exemple, on connaît les Fara ou Faren, qui sont utilisés dans toute cette région, même dans le Fouta sénégalais, l'ancien Tekuru. On a les Faren, les Fara par exemple. Il y a aussi l'adoption de la lignée patrilinéaire, ou l'influence aussi linguistique au niveau de la syntaxe, qui avait notamment fait dire à un linguistique que le Wolof était la langue de la famille atlantique la plus mandéisée. Donc ça veut dire que dans le Wolof, il y a une bonne part du manding, mais aussi du peul et du sérère. Donc c'est vraiment ça aussi qui explique que le Wolof c'est une résultante d'après cette source-là. Le royaume donc du Tekuru, actuel Fouta Toro, ancien vassal du Jolof, a pu récupérer ses terres prises par le Jolof grâce donc à Koli Tengela, qui a succédé à son père vers 1512. Dans la foulée donc, les autres royaumes donc allaient prendre leur indépendance tour à tour. Longtemps après son éclatement, le Jolof a également dû faire face au djihadisme, notamment le Tekrour qui voulait islamiser cette région, hein, donc surtout du temps de la royauté également. Là, le Tekrour, on parle plus de Tekrour, on parle du Fouta, mais il y a quand même beaucoup de guerres au nom de la religion qui a été menée par les peuples Halpularen du Fouta Toro pendant le 19e siècle, notamment avec le grand marabout Maba Diakhouba, hein, donc qui a fait la conquête du Saloum, notamment à Nioro d'Irip. Bien l'un des descendants de Koli Tengela Baro, Maba, c'est dans la famille de Koli, et aussi l'un des disciples aussi de El Hadj Omar Tall, hein, le grand conquérant qui a islamisé une bonne partie, en tout cas qui a mis dans la confrérie de la Tidjania en réalité, puisque cette région a été islamisée pendant longtemps. Donc, un de ses descendants, en tout cas un de ses partisans qui s'appelle Ahmadou Chekou, qui était un marabout Torodo du Fouta, donc qui a réussi à imposer la domination au Jolof pendant 4 ans, sans compter aussi les raids des morts des Berbères dans cette région au nom de l'islamisation par exemple. Le royaume a aussi été très souvent au cours des siècles donc en conflit avec le Cayor. Donc là on parle du royaume, mais on parle plus de la confédération parce que la confédération elle a cessé en 1549. Donc là le royaume de Jolof fut conquis définitivement par les colonisateurs français dont le projet colonial a commencé véritablement sous le gouverneur Faidherbe qui a régné sur la colonie du Sénégal à partir de Saint-Louis en 2 périodes entre 1854 et 1861, et puis il va revenir de 1863 à 1865, et ses successeurs comme l'Épine et la Prade et autres, ils vont progressivement annexer les autres régions en utilisant les corps des tirailleurs sénégalais, mais aussi des soldats recrutés en Algérie, venus de la France un peu partout. C'est comme ça que la France va dominer les royaumes au Sénégal, et à partir du Sénégal se lancer à la conquête dans le Haut-Fleuve, conquérir le Soudan français, le Burkina, la Guinée, dans toute l'Afrique jusqu'au Tchad, etc. etc. Donc, c'est dans ce contexte qu'un des plus grands rois du Jolof, du nord Alboury Ndiaye,
qui a refusé donc la soumission, qui va se battre et va se refuser d'abord dans le Fouta sénégalais. Ensuite, il va continuer son exil au Niger, dans la ville de Dosso, dans les années 1890. Albouri donc a refusé totalement la soumission. Il a préféré partir s'exiler que de voir son royaume dominé par les colonisateurs français. Albouri donc a été, au même titre donc que Lat Dior, un des plus grands rois et résistants de la colonisation du Sénégal. Donc c'est une grande figure historique. Donc nous en profitons pour mentionner quelques rois du Jolof. D'abord, à partir de Ndiaye Ndiaye, dont le règne se situe entre 1350 et 1370, il est remplacé par Saré Ndiaye, 1370-1390. Donc là, nous suivons la tradition orale Wolof. Ensuite, c'est Diklam Saré Ndiaye, 1390-1420. Chukuluki Diklam Ndiaye, 1420-1440. Leyti Chukuli Ndiaye, 1440-1450. Ndialen Mbey Leyti Ndiaye, 1450-1465. Birahim Ndjedjen Eter Ndiaye. Jusque-là, on n'a pas encore de noms musulmans, mais là, on a Birahim, ça renvoie à l'islamisation un peu, 1465-1481. Tassé Dagoulen Ndiaye, 1481-1488. Là, on a un autre Birankour Kan Ndiaye, 1488-1492. Bobokar Biye Sangoulé Ndiaye, 1492-1527. Birahima Ndjeme Koumba Ndiaye, 1527-1543. Et Lele Foulifak Ndiaye, 1543 et 1549. Et c'est à partir de Lele Foulifak donc, que le Kayor a tué en 1549 que le Jolof cesse d'être une confédération, cesse d'être un empire. Et là, il va retomber au statut de royaume. Et à partir de Albouri Penda Ndiaye, différent de Albouri Ndiaye le dernier. Donc Albouri Penda Ndiaye, 1549-1566. Il y a Lat Samba Ndiaye, 1566-1597. Donc ça, ce sont les rois durant la royauté, quand la confédération est finie. On a Girom Bouri Delen Ndiaye, 1597-1605. On a Birahim Penda Ndiaye encore, 1605-1649. Birahim Mba Ndiaye, 1649-1670. Bakar Penda Ndiaye, 1670-1711. Bakan Tam Gan Ndiaye, 1711-1721. Albouri Djakher Ndiaye, 1721-1740. Birayamb Ndiaye, 1740-1748. Birawa Keme Ndiaye, 1748-1750. Lat Kodou Ndiaye, 1750-1755. Baka Tambouri Ndiabou Ndiaye, 1755-1763. Bak Kombas Ndiaye, 1763-1800. Là, c'est une longue période par contre à tous les autres, parce qu'on remarque que dans la royauté, c'est des courtes périodes, donc ça montre l'instabilité quand le Jolof n'a plus de force. On a Mba Bouri Ndiabou Ndiaye, 1800-1818. Il y a encore d'autres, je peux citer ceux qui restent pour suivre la liste de la tradition orale Wolof. On a Biram Koumba Gueye Ndiaye, 1818-1838. Albouri Tam Ndiaye, 1838-1845. Bakakodou Ndiaye, 1845-1847. Birayamb Aram Ndiaye, 1847-1849. Birayam Pen Ndiaye, 1849. Mbayi Pate Ndiaye, 1849. Donc, pendant cette période de 1849, il y a aussi Lat Kodou Ndiaye. 3 rois ont régné pendant la même année. Ensuite, il y a eu une vacance temporaire de pouvoir. C'est une énorme période d'instabilité. Vous voyez l'affaiblissement de l'Empire à cause donc des différents problèmes. Il y a Birayam Madjigen Ndiaye, 1850-1855. Albouri P. Ndiaye, 1855-1856. Bakan Tam Yago Ndiaye, 1856-1858. Tanor Dieng Ndiaye, 1858-1863. Bakan Tam Khari Ndiaye, 1863-1871. Amadou Cheikhou, donc là c'est la domination donc des pôles sur l'islamisation à cette période-là de 1871 à 1875. Amadou Cheikhou Bandiaye.
de la dynastie. Il y a aussi Alboury Ndiaye, donc à partir de 1875, qui reprend jusqu'à 1890, date de son exil. Et quand il est parti, c'est Samba Laobé Penda Ndiaye de 1890 à 1895 qui reprend. Donc 1895, le Jolof n'existe plus, la colonie du Sénégal va rentrer dans l'AOF, l'Afrique occidentale française. Voilà cette longue liste des rois et des Jolof, donc j'avais le plaisir de vous présenter, qui est donnée donc par la tradition orale des Wolof au Sénégal. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation politique, comme j'ai expliqué, il y a d'abord le royaume du Jolof proprement dit, qui est donc au centre du Sénégal, qui n'a pas d'ouverture sur l'Atlantique. On appelle ça le Jolof proprement dit. Quand il va conquérir les États Wolof et les confédérer, on va parler de la confédération. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Il y a le Jolof, le Kayor, le Bawol, le Walo, le Sine. Ensuite, il va encore influencer d'autres États qui vont être ses vassaux. Pendant un long moment, le Tekourour, les États mandingues, Niani, Woli, Badibou et puis une partie du Bambouk. Donc c'est organisé par des royaumes. Là, ici, ce sont des royaumes côtiers, les royaumes Wolof, mais aussi les royaumes mandingues, ce sont des royaumes Wolof. Tous ces États donc étaient tributaires de l'État enclavé du Jolof et chaque État était donc gouverné par son propre chef désigné, aussi des descendants du fondateur. Donc là, c'était une forme un peu décentralisée de la situation politique. Les dirigeants de l'État du Jolof étaient choisis par des nobles respectifs, tandis que le bourg, donc le roi, était choisi par un collège d'électeurs qui comprenait également les dirigeants donc, des 5 autres royaumes de la Confédération, où il participait aussi à la nomination du bourg, ce qui lui confère donc son aspect un peu décentralisé, mais quand même une certaine confédération. Il y avait le bourg du Walo, donc le Barak, le Tamel du Kayor, le Teigne du Baol, ainsi que les 2 Laman des États sérères du Sine et du Saloum. Le Saloum, techniquement une sérère et Wolof en même temps, et chacun de ces États avait une autonomie pratique, mais devait coopérer avec le bourg Jolof en matière de défense, de commerce et l'augmentation des recettes. Vous voyez donc la dynamique de la confédération. Ce n'est pas tout qu'ils vont faire ensemble, mais ils vont faire ensemble sur des questions les plus importantes. La question de la défense, la question du commerce, l'augmentation. Ça me fait penser aujourd'hui à la création de l'AOS, la charte de l'Iptako-Gourma, où 3 pays africains, l'Ouest, veulent agir ensemble sur la question de la défense, agir ensemble sur la diplomatie, agir ensemble sur un certain nombre de questions. Donc, vous voyez, ça a existé dans notre région ouest africaine, déjà du temps des grands empires, Mali, Songé, Ghana et tout, mais aussi les empires les plus récents. C'est important à savoir. Une fois nommés, donc, les titulaires de ces charges prêtent serment par des rituels élaborés, à la fois de se familiariser avec leurs nouvelles fonctions et les élever à un statut divin. À partir de là, donc, ils étaient censés conduire les États à la grandeur où ils risquent d'être déclarés par des dieux comme défavorables et être déposés. Donc là, ça montre également que ce n'est pas encore un royaume très islamisé à cette époque, puisque on pouvait consulter les dieux et dire si est-ce que les rois sont favorables ou pas. Les contraintes de cette structure politique ont donné lieu à un gouvernement très autocratique quand même, où les armées personnelles de la richesse des valeurs constitutionnelles sont supplantées. Ici, on va voir des armées tchédo qui vont parfois exagérer un peu sur les populations, surtout quand l'empire va s'affaiblir. Selon la tradition sérère, le royaume du Sine n'a jamais rendu hommage à Ndiaye, qui n'aurait aucun descendant à Jolof. Il précise en outre que le Sine n'a jamais été subjugué au Jolof. Donc là, la tradition sérère n'est pas très d'accord avec un certain nombre de choses. De même que chez les Sérères, on a le titre de Maïssa, donc Mansa, donc ça veut dire que c'est des royaumes qui viennent de l'Empire du Mali. On a aussi la position d'une historienne sénégalaise qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Sylviane Diouf, qui est américaine sénégalaise, et qui vit aux États-Unis. Et elle n'est pas d'accord avec ce point de vue de la tradition sérère. Elle dit et affirme que chaque vassal du royaume du Walo, à savoir donc du royaume du Jolof, à savoir le Walo, le Tekuru, le Kayor, le Sine, le Saloum, le Woli, le Niani, ont tous reconnu l'hégémonie du Jolof et rendu donc hommage au Jolof. En ce qui concerne l'organisation territoriale, rappelons que le Jolof était divisé en ce qu'on appelle les Laman. Donc au niveau territorial, dans les endroits les plus reculés, tout ce qui était dirigé donc par un Laman.
C'est une sorte de chef de canton ou de préfet, quelque chose comme ça. Ces lamana étaient plus ou moins divisés en communes et le chef de tous ces lamans, on l'appelait le Kangam, qui faisait partie des notables et qui élisait un nouveau roi. La capitale de l'empire du Jolof, donc il y a plusieurs villes qu'on désigne comme capitale. À un certain moment, au tout début, on a parlé de la ville de Rao, dans le Waalo. Ensuite, on a parlé de la ville de Thieng, qui est dans le Jolof actuel, dans la région de Linguère. Puis après donc l'éclatement de l'empire, on pense que la capitale a été transférée à Yangyang. Et c'est là où était d'ailleurs la résidence de plusieurs des rois. D'autres aussi indiquent que la ville de Linguère a servi de capitale. Dans chaque lamana étaient construits des tatas, des forteresses, de sorte que des sortes de miradors à but essentiellement militaire. Et les tatas, on les retrouve également dans les autres royaumes et empires africains. C'est une technique ouest-africaine. On a les tatas même du temps de l'empire d'El Hadj Omar, le tata d'Amadou dans le Soudan, mais aussi on a des tatas un peu partout, que ce soit en milieu Wolof, en milieu Serer, en milieu Peul, ou en milieu Mandeng. On retrouve cette technique militaire-là pour se sécuriser. Concernant l'organisation économique du Jolof, on peut dire que comme les autres royaumes et empires de la région ouest-africaine du Sahel et de la savane, c'est d'abord un peuple agriculteur. Il y a deux types d'agriculture. L'agriculture pendant l'hivernage qu'on appelle les nawets, donc liées aux œufs, donc de pluie, où on cultive des variétés comme le mil, le sorgho, les haricots, mais aussi le maïs qui est venu des Amériques, mais qui est adopté dans cette région, les niébé, les molons et plusieurs variétés de tubercules. Mais aussi on a les cultures au bord du fleuve. Quand l'eau des crues se retire, on va cultiver par exemple le riz. Il y a beaucoup de riz, mais aussi le sorgho, les niébé, le molon, les patates douces, tout ça. Donc il y avait une bonne production économique. Et ça, on le retrouve dans tous les empires ouest-africains de cette région-là. Donc c'est la même économie, que ce soit le Mali, le Songhai, le Ghana, le Tekrour, les royaumes du Gabou, tout ça c'est véritablement la même économie, c'est une même région. Il y a aussi la pêche. Ici, il y a une pêche sur l'océan Atlantique. D'abord les peuples pêcheurs de cette région, les Nyominka, ou les Lébou, ou bien les Soubalbé dans certaines régions, sur le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, les lacs et les marais. Eux, ils fournissaient beaucoup de variétés de poissons. Et le poisson est aujourd'hui encore au Sénégal et dans la région une des premières consommations, très très consommée. Il y a aussi l'élevage contrôlé essentiellement par les peuls nomades, qu'on retrouve un peu partout, qui fournissent la viande, le lait et toutes sortes de variétés qui sont liées. Mais aussi, on a la chasse, notamment la chasse du gibier comme le biche, la gazelle, qui était très très fréquente. On a aussi le commerce basé sous forme de troc, des échanges. Si ça fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise l'argent, c'est vrai, mais il y a le troc qui était pratiqué avant. Il y a aussi des fruits qu'on tirait de la forêt. Par exemple, le bouy, qu'ils appellent le pain de singe. Les colonisateurs européens arrivent, ils voient le singe sur le baobab. Ils pensent que le singe se nourrit de ces fruits-là. Ils appellent ce fruit-là le pain de singe, alors que c'est pas le nom, c'est le bouy en langue wolof. Si je parle la langue pulaar, on dirait que c'est des bohé, par exemple. Mais aussi il y a d'autres fruits comme le zib-zib, les choux, etc. Tous ces produits de la forêt-là également rentrés dans l'économie. Alors pour ce qui est de l'organisation sociale des Jolof, on a plusieurs sources. Les sources portugaises fournissent des informations sur l'organisation de la société du Jolof. Rappelons que les Portugais sont arrivés dans l'Empire entre 1444 et 1510. Ils ont laissé des récits détaillés d'un système politique, selon leur expression, ils disent que c'est un système politique très avancé. Il existait un système hiérarchique développé impliquant différentes classes, des nobles, royaux et non royaux, des hommes libres, des castes professionnelles et des esclaves. Donc ça, quand on lit les écrivains portugais, ils le disent, tels que les Alvis de Cadamosto qui ont parcouru la région en premier. Mais aussi la tradition orale, Wolof en parle, l'empire du Jolof est multiethnique et c'est l'ethnie Wolof donc progressivement qui va diriger, mais c'est vraiment une concentration d'ethnie. Et c'est un peuple donc hiérarchisé, il est divisé en castes. Et chacune de ces castes avait un rôle bien défini, bien précis. La société Wolof donc est divisée en ce qu'on appelle les guerres. C'est un peu les nobles qui sont au-dessus,
hein. Et aussi, ensuite, il y a les Nyéno, hein, et les Djam. Donc là, véritablement, c'est de la sociologie. Et si vous voulez comprendre ça, lisez peut-être le livre de Abdoulaye Bara Diop, un sociologue sénégalais, qui a écrit donc sur la société Wolof. La tradition orale Wolof, quant à elle, est encore beaucoup plus précise. Hein. Elle explique qui sont ces classes. Il dit la tradition orale Wolof dit que les guerres, on peut les diviser en plusieurs groupes. Par exemple, les garmis qui sont au sommet de cette classe des guerres. Et c'est dans ces garmis qu'on trouve donc la classe de l'aristocratie. C'est eux donc qui ont la légitimité donc de la royauté. Ici, le Bourba est tiré de ces garmis. Donc le Bourba, c'est le roi. Il était donc ou ça peut être aussi des reines, hein, si c'est dans le Wallo par exemple, qu'on appelle aussi les femmes aussi qui avaient un pouvoir, les lingers, qui sont issus de cette classe. Toujours dans cette même classe des guerres, il y a ce qu'on appelle les Djambour. C'est la classe des hommes libres. Et ils sont souvent riches, commerçants, ou bien des marabouts, des sérignes, qui sont d'origine parfois étrangère, qui ne sont pas des Wolofs et qui sont confondus par la suite dans ce groupe. Les Djambour avaient des liens de mariage avec les Garmis et ils participent à l'administration de l'Empire en ayant des postes de conseillers de l'empereur ou des rois, mais aussi des oracles et des protections mystiques de la famille royale. En général, les Djambour, que l'on définissait comme des Djam ou des Djam de Bourg, c'est-à-dire le mot Wolof des captifs de Bourg, étaient placés sous l'autorité de la protection exclusive du roi. Ils formaient la masse paysanne et le gros du groupe. On a ensuite un autre groupe dans ces guerres-là, les Badolo. C'est une classe d'hommes libres, mais une classe quand même pauvre. Ils subissent durement les caprices des Garmis et des Djambour. La pauvreté a entamé gravement leur fierté d'hommes libres ou de guerre. En fait, ce sont des guerres, mais qui sans fierté à cause donc de la pauvreté. C'est un état de pauvreté d'autant plus difficile parce qu'ils n'ont pas le droit de quémander ou de demander de l'aide, contrairement à d'autres groupes de classes plus basses comme les Nyéno, hein, qui peuvent demander. Donc ça va être un peu difficile. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le terme Badolo est très, très péjoratif au Sénégal. Non seulement en milieu Wolof, mais au Sénégal, quand on dit de quelqu'un que c'est un Badolo, c'est comme une insulte. Donc, vous voyez, le mot a glissé vers quelque chose de très, très péjoratif. Alors, dans la classe des Nyéno, donc, ce n'est pas des gens, donc, les nobles, mais c'est la classe donc, de caste. Cette caste est divisée aussi en plusieurs corps de métier. Au sommet donc, des Nyéno, on trouve par exemple les Teug, hein, les gens qui sont les forgerons, ils maîtrisent l'art du métal, c'est eux qui fabriquaient les armes pour la guerre. Les Teug sont aussi des bijoutiers et leurs femmes également pour faire la poterie. Ils sont très bons, tout ce qui servait à la poterie, les calebasses, pas les calebasses mais des poteries pour ce travail-là. On a un autre groupe, ce sont les Laobé. Donc le terme c'est d'origine Peul. Les Laobé, ils sont d'ailleurs bilingues, ils parlent Wolof et Pulaar en même temps. Ce sont des artisans du bois. Eux, ils travaillent donc tout ce qui est les pirogues. Ils sont des experts donc aussi dans la séduction et ils vendent aussi les perles, les encens, par exemple, la lingerie féminine, les séductions. Donc c'est vraiment eux qui donnent un peu plus donc, de choses dans ce qui concerne les relations, les couples, le mariage, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les rap, ce sont les tisserands. Eux, c'est eux qui confectionnent les vêtements, les habits, tout ça, c'est ça leur travail. Nous avons également les Woudé par exemple. Ce sont les spécialistes du cuir. Ils utilisent la peau des animaux donc, pour confectionner ce qu'on appelle les talismans, les gris-gris octroyés donc, par les marabouts, mais aussi les chaussures, c'est eux qui confectionnent les chaussures à partir donc, des matières locaux. Hein. Aujourd'hui, on utilise tous des chaussures industrielles de la Chine, des États-Unis, mais avant, c'est eux qui confectionnaient les chaussures pour les populations. On a ensuite les Gewel, qu'on appelle les griots. Donc, griot n'est rien d'autre qu'un mot inventé par les Portugais quand ils sont arrivés, qui ont vu les griots qui donnaient les nouvelles parfois avec un certain ton et crier. Et donc ils les ont appelés les criardos. Criardo qui vient du mot portugais criar, crier. Criardo, celui qui crie. Donc ça devient progressivement avec la déformation. Quand les Français arrivent, ils vont les appeler les griots. Donc aujourd'hui on parle des griots, on parle même de griottes quand c'est une personne, c'est une femme. Donc c'est une caste qui occupe une place très importante. Ce sont les historiens également, c'est eux qui transmettent la mémoire. Vous voyez ça, on
l'a vu depuis l'Empire du Mali. C'est exactement la même chose dans cette région-là. Et c'est dans cette caste des griots aussi qu'on a souvent les musiciens, les chanteurs. Et aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, cette région-là, pratiquement tous les grands chanteurs sont issus des castes des griots. Que ce soit au Mali, les grands groupes comme les Salif Keita, comme les... je ne sais pas, si on regarde les Alpha Blondy, si on regarde les Tiken Jah Fakoly, peut-être, si on regarde les Youssou N'Dour au Sénégal, il y a beaucoup de chanteurs qui sont issus de ces castes de griots-là. Donc ça aussi, ça montre comment est façonnée la société. Même si je ne dis pas que tous sont des griots, mais les plus grands chanteurs de l'Afrique de l'Ouest viennent de là. On a les Aïcha Koné, par exemple, c'est des grandes chanteuses de l'Afrique. La plupart des familles guerres ou hommes libres sont liés à la famille donc, des Géwél, qui étaient donc chargés de glorifier les nobles et de chanter leur généalogie, entre autres. En retour, ces familles nobles devaient protection et assistance à leurs griots. Ils sont des libres dépositaires de la tradition orale et sont réputés pour leur connaissance des familles, des lignées familiales, des relations de parenté et l'histoire. Donc c'est vraiment eux qui donnent des conseils. Au bas de l'échelle sociale, il y a ce qu'on appelle la classe des Djam. Les Djam, ce sont les gens les captifs en fait. On les trouve dans les autres sociétés également, mais chaque famille noble ou guerre, comme casté ou n'ayant possédé ces djams, ces captifs, ça montre également comment l'esclavage est pénétré dans ces sociétés-là. Et si elle en avait aussi les moyens, elle portait des patronymes qui les tient en servage avec lesquels ils sont rattachés. Par exemple, il y avait 3 catégories de djams. Ceux qu'on appelle les djams judo, ce sont ceux qui sont nés dans la propriété familiale. C'était des servants domestiques. C'est un peu comme l'esclavage domestique, mais différent de l'esclavage dans l'entendement occidental. Il y a aussi ce qu'on appelle les captifs du roi, les djambours. Eux avaient un statut très particulier, car le chef des captifs, les Farba, vous voyez, Farba c'est Farah, ça revient du Mali, le Farba Kaba lui-même, captif du roi, faisait partie de l'ensemble des notables du royaume qui élisent le nouveau roi. C'est parmi les captifs du roi que l'on recrutait les guerriers du royaume, les Tchedo par exemple. L'armée était issue de ces gens-là. Très courageux, ils formaient donc la plus grande partie des soldats. Nous noterons aussi qu'il pouvait s'agir de mercenaires. Au demeurant, le terme Tchedo, qui est d'obéissance Paul, signifie celui qui est venu passer la sécheresse, et renvoie donc à la notion d'étranger dans toutes les contrées habitées par les peuples. Donc, mais ce terme Tchedo est devenu très wolof également, mais son origine est Peul. Les Djami seniors étaient les prisonniers de guerre ou les captifs de traite destinés exclusivement à la vente. Vous voyez, quand les Portugais arrivent, les Hollandais, les Européens, ils ont fait en sorte qu'il y ait plus de guerre et que quand on va attraper des gens du royaume ennemi, on va les vendre. Donc ça, c'est par exemple les Djami seniors, c'est ça qu'on va envoyer dans les Amériques, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien comme esclaves. Toutefois, aujourd'hui, la société wolof a aboli donc l'esclavage et depuis longtemps. Mais la dualité entre guerre, guéwel, c'est-à-dire hommes libres et griots, ou en tout cas les djams aussi, empoisonne les mariages. Aujourd'hui, ce qui reste de cette histoire-là, c'est que les gens ne se marient pas. D'après ça, c'est difficile de voir quelqu'un de statut djam qui va se marier avec quelqu'un de statut guerre. Et ça aussi, c'est la même chose dans le Tekour, dans le Fouta. Un Torodo qui se marie avec une Kordo, par exemple, ou bien une Nyegno, les populations n'acceptent pas. Mais il y a des mariages interethniques, par exemple. Ça, c'est accepté. Où on peut se marier avec n'importe quelle autre personne de la Terre. Mais les castes sont un frein au mariage. Donc, vous voyez, ça, c'est un héritage de cette histoire-là. Donc, les Djams, toutes catégories confondues, possédaient tout un terrain propre où ils vivaient, élevaient leur famille et cultivaient. Mais ils restaient sous l'autorité de la famille. Vous voyez, c'est totalement différent de l'esclavage à l'entendement européen. Là-bas, c'est une possession, c'est une déshumanisation. Le travail, c'est la force humaine, c'est le capitalisme se voit ici. C'est différent. C'est vrai que c'est une infériorisation, mais ça n'a rien à voir de comparable avec ce qu'il y a dans l'Occident esclavagiste. Donc, il ne faut pas toujours confondre l'esclavage dans les sociétés africaines et l'esclavage tel que pratiqué par les Européens dans les Amériques, dans les Caraïbes. Il y a beaucoup d'historiens qui tombent dans ce piège-là. Alors, l'ethnie wolof, comme chez les Peuls ou les Mandingues, pratiquaient donc une endogamie très forte. Comme je dis, les mariages, c'est ça vraiment qui est encore
des barrières issues de cette histoire-là, qui avaient donc exclusivement donc, au sein d'une même caste. Les gens se marient dans leur même caste. Dans les différentes classes, les mariages mixtes étaient rarement donc autorisés. Les femmes ne pouvaient pas se marier à un niveau supérieur et leurs enfants n'étaient pas de statut supérieur du père. Cependant, les femmes avaient une certaine influence et un certain rôle dans le gouvernement. Par exemple, la lingère ou la reine-mère était le chef de toutes les femmes et était très influente dans la politique. Ça rappelle aussi ici la mère dans le Kanem-Bornou ou bien dans l'Empire du Bénin. Elle possédait plusieurs villages qui cultivaient des fermes et lui rendaient directement hommage. Il y a aussi d'autres femmes, chefs, dont la tâche principale était de juger les affaires impliquant des femmes. Toujours dans cette région, par exemple dans le royaume du Waalo, qui se trouve au nord de la Confédération, les femmes pouvaient accéder au pouvoir et diriger. Il y avait des reines, qu'on appelle ici donc... elles pouvaient accéder au poste de bourg ou bien de baraque dans le Waalo et diriger l'État. Dans le royaume du Waalo, on a eu des reines comme Djambot Mbodj par exemple. Il y a plusieurs reines qui montrent également que la place des femmes n'est pas partout pareille dans cette région-là. Nous arrivons maintenant à la rencontre avec les Européens. Nous en avons parlé. Les populations de l'Empire du Jolof sont les premières d'Afrique noire à être en contact avec les explorateurs portugais. Les premiers d'entre eux étaient arrivés vers 1444 et 1446 sur les côtes de la Sénégambie. Donc les nouveaux venus allaient d'abord se livrer à des rapts, à la suite de résistance des populations locales, donc de convaincre celles-ci de participer au début de la traite. Ils vont s'installer sur les côtes, amener leurs armes et commencer à s'intéresser. Vers 1455, Alvis de Cadamosto, un voyageur donc vénitien pour le compte du Portugal, vise les côtes de l'Empire du Jolof. En 1457, il s'embarque sur une caravelle de l'infant Henri le navigateur pour commercer sur les côtes africaines. 2 voyages lui conduiront jusqu'aux côtes à peine reconnues du Sénégal et de la Gambie. Au passage, il découvre les îles du Cap-Vert. De retour à Venise, il augmente sa relation avec la navigation de Pero de Sinatra en 1460, donc qui est rédigé d'après le journal de bord qu'il tenait. Il rapporte également que l'empereur du Jolof vendait des esclaves aux chrétiens, comme il le faisait aux populations arabo-berbères. D'autres Européens, comme les Espagnols, les Hollandais, les Français, les Britanniques, donc, allaient progressivement apparaître dans la région. Donc le Jolof allait principalement s'enrichir aussi dans ces échanges-là avec les armes, mais surtout les royaumes côtiers, comme nous allons le voir plus tard, qui vont se retourner contre le pouvoir central. À cette époque, donc, le trône du Jolof avait été récupéré par un souverain donc, originaire du Waalo qui avait conquis la région méridionale du Namandio. L'un de ses descendants avait été un roi donc, nommé Tchoukili Niklan, mentionné par les Portugais. Une trentaine d'années plus tard, le Bourba aurait été un roi puissant appelé Biram. Donc j'ai cité le roi, le Biram dont il parle en question. Effectivement, il a régné sur le trône du Jolof. Assassiné, sa mort allait entraîner une compétition pour le pouvoir entre son fils et son frère, héritier, Djelem, et un autre prétendant. La confrontation tourne à l'avantage du second et le premier choisit de voyager au Portugal en 1490 pour obtenir le soutien du roi du Portugal par qui il allait être officiellement reçu et qui allait faire allégeance. Voilà donc on voit comment les Africains décident aussi de s'allier avec l'extérieur, pas à cause de leur orgueil dimensionné, à cause de leur volonté de se venger. Ils vont aller s'allier avec l'extérieur pour détruire l'Afrique. Et ça encore, ça continue aujourd'hui et nous devons tirer des conséquences de cela. Donc pour concrétiser sa soumission aux Portugais, il va se convertir au christianisme. Vous voyez, donc en échange, il va recevoir des troupes portugaises qui lui permettent de conquérir le trône du Jolof et d'entretenir des liens commerciaux privilégiés avec les Européens dont bénéficiaient donc davantage les États côtiers comme le Cayor et le Sine. Donc cet accord avait donc permis aux Portugais d'obtenir le droit de construire une forteresse près du fleuve Sénégal en espérant aussi s'offrir une présence stratégique. Donc les Portugais avaient bien compris ce qu'il fallait faire, diviser les Africains, diviser les populations du Jolof, ils ont fait ça ailleurs pour mieux se placer. Donc tout cela va inévitablement entraîner le déclin. Donc nous arrivons au point suivant, le déclin du Jolof. Avec l'ouverture atlantique et la politique de diviser pour mieux régner pratiquée par les Portugais,
comme le font aujourd'hui les puissances occidentales, tout simplement. Hier aussi, les colonisateurs l'ont fait. Les États du Cayor et du Sine, en obtenant des armes à feu, ont pu renforcer et affaiblir l'autorité du Bourba Djolof. Ils se sont renforcés militairement et donc ils ont affaibli le Djolof. Le roi du Sine, sous la conduite de Mbégandour, lui aussi a été soutenu donc par les Portugais. Il va réussir à conquérir aussi un autre royaume, le Saloum, qui était sous la domination du Djolof à partir du 15e siècle et au début du 16e. Avant cela aussi, on sait que on peut ajouter l'émergence du Tekourour sous la direction d'un chef dont j'ai parlé, Koli Tengela. Ce dernier était arrivé au pouvoir et il s'est emparé de l'état du Namandiro, autrefois sous dépendance du Djolof. Comme le font toujours les Occidentaux aujourd'hui, les Portugais ont misé également sur le Tekourour pour l'utiliser contre aussi le Djolof, divisé pour mieux régner, l'avoir sous ses bras en fait. Dans ce contexte d'affaiblissement du Djolof, en 1549, le Djolof donc était devenu fragile et facile à battre. C'est pour cela que le roi Lele Foulifak Ndiaye a été battu en 1549 à la bataille de Danki par le roi du Cayor. Donc le Djolof allait être vaincu sous le leadership d'Amari Ngone Sobel, dont nous avons parlé. Après le départ du prince du Cayor, le Bourba se lança à la poursuite et donc il fut tué. L'épisode de Lele Foulifak et puis d'Amari Ngone Sobel a été bien expliqué. Alors, pour récapituler donc, les causes du déclin, de la décrépitude de la Confédération du Djolof sont nombreuses, mais les plus importantes, c'est cette ouverture de l'Atlantique et le déplacement du poumon économique vers l'ouest. Jusque-là, l'Afrique était construite, pareil pour les autres empires, toute l'économie était tournée entre l'Afrique et vers l'Afrique à l'intérieur. Mais dès que les Européens arrivent s'installent sur les côtes, l'économie va s'ouvrir sur l'Atlantique et va servir le monde extérieur et non l'Afrique. À travers donc l'esclavage, les produits qui vont être envoyés. Aujourd'hui encore, nous vivons la même situation. Toutes les grandes villes sont au bord de l'Atlantique, qui sont des villes portières. On envoie nos marchandises qui vont être transformées en Occident, ramenées, et puis on va les acheter beaucoup plus cher. On ne transforme pas. C'est la même politique qui continue. Donc, il y a aussi la politique de diviser pour régner pratiquée par les Portugais, mais tous les Européens l'ont fait, ils le font encore aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'il y a un manque de conscience des différents États de l'époque, que leur force résidait uniquement dans leur unité et non dans leur division. Donc, leur égoïsme a fait en sorte qu'ils sont tous été affaiblis un à un, et puis ils ont été dominés pendant la période coloniale. Donc il y a eu la pression sur le Tekourour de Koli Tengela, puis la pression également sur les autres, vous voyez. Donc il y a l'autre phénomène, c'est l'accentuation de l'esclavage transatlantique et la multiplication des guerres contre les royaumes. Donc pousser les Portugais, à chaque fois que les Portugais soutiennent un royaume contre tel royaume, ils le fournissent des armes, provoquent des guerres. Les Français le font, les Hollandais, les Britanniques. Et à partir de ces guerres, on capture des gens, on les vend, on les donne pratiquement, et puis ils les envoient dans les Amériques, pour travailler dans les plantations de café, cacao, coton, riz. Et c'est comme ça que l'Occident s'est enrichi et a financé sa révolution industrielle sur le dos des Africains. L'Occident ne pouvait jamais être riche sans profiter des populations qu'elle a dominées pendant cette période-là et qu'elle a utilisées avec des politiques de diviser pour régner. En plus de cela aussi, il n'y a pas que l'esclavage transatlantique, il y a l'esclavage transsaharien également, qui est encore beaucoup plus ancienne que celle des Européens, qui a aussi affaibli l'empire du Djolof. Vous voyez donc cerné de tous les parts. L'esclavage européen et arabo-musulman ont fortement perturbé aussi la cohésion sociale. Toutes ces populations qui se sentaient unies, qui avaient un seul corps, cela vont parfois commencer à être réticentes les unes des autres. Et les présences portugaises, européennes sont visibles dans cette région, par exemple. La ville de Rifusque est une ville portugaise. Rio de Fresco, en tout cas, c'est eux qui ont donné le nom. Le nom local, Wolof, c'est Tingate, par exemple. Il y a aussi la ville de Joal. C'est des noms qui rappellent la présence portugaise. La présence hollandaise, c'est par exemple Gorée, Go Red. Donc ça, c'est en hollandais. La présence française se voit à travers la ville de Saint-Louis. La présence britannique à travers la ville de Bathurst, l'actuelle Banjul en Gambie. Donc tout ça, ça montre comment les Européens se sont positionnés sur les côtes
et ont pu, avec les nouvelles armes qu'ils avaient amenées, avec leur politique, dresser les uns contre les autres et dominer. Et ça, on le voit avec l'Empire Ashanti, on voit dans le royaume du Dahomey, dans le royaume du Congo, au Bénin, un peu partout, c'est la même politique. Et encore aujourd'hui, dans l'Afrique du XXIe siècle, la même politique. L'Occident met en place ses vassaux qu'il soutient pendant les élections, puis qui vont servir ses intérêts, les intérêts de ces multinationales, et les présidents africains souverains qu'ils refusent sont combattus, diabolisés dans la presse de propagande. Et voilà, donc c'est important aussi aujourd'hui quand nous choisissons nos dirigeants, savoir à qui nous devons choisir. Est-il là pour les intérêts de son peuple, ou est-ce qu'il est là pour servir les intérêts des envahisseurs qui depuis 600 ans vivent sur notre tête, nous empêchent de vivre et de respirer aussi. L'Afrique donc est devenue, à cause de cette mauvaise politique, à cause de la trahison aussi, de l'égoïsme de certains de ses fils, vraiment à travers son manque de sérieux également, l'endroit où tout est permis, et puis voilà comment on déclinait nos empires et nos royaumes. Donc pour conclure, comme tous les autres royaumes, comme tous les autres empires ou confédérations, le Jolof est passé de royaume à empire, ensuite est devenu royaume. Il a été affaibli par des guerres d'intérêt attisées par les Européens, les armes, l'introduction des armes, mais surtout l'esclavage transatlantique et transsaharien. L'histoire est pratiquement la même un peu partout dans le continent, et c'est cela qui continue encore aujourd'hui avec le néocolonialisme, avec l'impérialisme, avec les dirigeants vassaux qui servent les intérêts de l'Occident contre ceux des populations. Ah, pauvre Afrique qui ne tire pas les leçons de son passé. On ne peut que regretter cela, et nous appelons vivement à la jeunesse africaine, panafricaine consciente, de faire attention et de participer, de s'engager dans le développement du continent. Donc c'est cela un des objectifs de cette université virtuelle panafricaniste, sensibiliser nos jeunesses africaines afin qu'elles ne répètent pas les erreurs commises par les Africains par le passé, et puis qu'elles comprennent aujourd'hui qu'ils ont un rôle important à jouer dans le choix des dirigeants, de combattre tout dirigeant qui est là pour servir les intérêts de l'Occidentaux. Parce que pour comprendre l'esclavage, pour comprendre la colonisation, pour comprendre le néocolonialisme, on n'a pas parfois besoin de lire des livres et des livres. Il suffit d'observer des présidents qui nous dirigent aujourd'hui, des marionnettes, des vassaux, comment ils se comportent avec leur peuple et comment ils satisfont l'intérêt de l'étranger. C'est facile à comprendre. C'est ça qui nous est arrivé jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter ici en vous citant quelques livres, s'il y en a qui veulent lire sur la Confédération du Jolof. Je commence par Jean Bouleg, le grand Jolof, 13e, 16e siècle. C'est un livre publié en 1987. C'est un des grands spécialistes du Jolof. On peut lire Abdoulaye Bara Diop, La société Wolof, le système d'inégalité et domination. Paris en 81, je dis son Cartala. On peut parler de Charles A. Ennis, The History of the Kingdom of Jolof, Sénégal. 1890, publié à Boston en 1973. C'était une thèse de doctorat d'ailleurs, très bon livre. Toujours le même Charles A. Ennis, Précolonial Sénégal, The Jolof Kingdom, qui a été encore publié African Studies. On a Victoria Kaufman Bamba, History of the Wolof State of Jolof until 1860, including comparative data from the Wolof State of Wallo. Ça, c'est à Madison University of Wisconsin. C'était aussi une thèse publiée. Vous avez Patrice Mingou, le Jolof 1870 à 1885. Là, c'est l'époque de la royauté, qui a été publié à l'Université de Dakar en 1970. C'est un mémoire de maîtrise. Vous avez Baranga et le Jolof de la scission de Keur Samba à l'occupation française. Lui, c'est la fin du 18e, la fin du 19e. Mutation sociale, économique et politique. Ça aussi, c'est à l'Université de Dakar. C'est une thèse d'histoire. Samba Lam Sarsal, Ndiadia Ndiaye, les mythes de la fondation de l'Empire du Jolof. Université de Dakar, 1982, mémoire de maîtrise. Mbaye Thiam, le Jolof et Bouna Ndiaye, Dakar, Université donc de Dakar, 1976, mémoire de maîtrise. Vous avez également Mbaye Thiam, toujours, la chefferie traditionnelle Wolof face à la colonisation. Les exemples du Jolof et du Kadior, 1900 à 1945, Dakar. Vous avez Alvis de Cadamosto, le portugais, donc navigateur vénitien pour le compte des Portugais, qui raconte la rencontre avec le Bourba Jolof. Donc vous avez énormément de livres, je ne peux pas vous donner tous ces livres-là, il y en a comme je dis en français, en anglais, même aujourd'hui dans les langues africaines comme en Wolof. La tradition orale, l'archéologie, tout ça c'est des sources si on veut savoir. Voilà, donc je vous remercie vraiment de votre aimable attention
Et je vous donne rendez-vous très prochainement encore pour parler de notre grand empire africain ou dans notre royaume, ou aussi d'une des grandes figures que regorge le continent ou sa diaspora. Hein. Donc c'est ça, nous sommes ici pour participer à la formation de cette nouvelle Afrique, à la conscientisation de sa jeunesse, et c'est un plaisir pour nous. Nous le faisons bénévolement, gratuitement, parce que c'est notre seule possibilité, notre capacité d'apporter notre contribution à l'évolution et au progrès de l'Afrique. Voilà, donc je suis Amadou Ba, historien, professeur d'université, chercheur et auteur de plusieurs livres que je vous présenterai un jour. Hein. J'ai écrit 9 livres, 6 livres pour les adultes et 3 livres pour les jeunes. Je ferai une présentation sur mes livres également. Je vous parle depuis le nord de l'Ontario au Canada, où j'enseigne l'histoire et la science politique. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci et à bientôt. Au revoir.